Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le 39-21, nous dialoguons ensemble sur Europe 1 comme tous les jours. Dans un instant, nous parlons de la mort annoncée de nos bonnes vieilles lignes de téléphone fixe. Mais d'abord, Jean-Michel, le guide de la laïcité à l'hôpital. Oui, il a été publié ces derniers jours. Il répond à une angoisse que rencontrent beaucoup de soignants, des médecins, des infirmiers. Que faire quand on est confronté à des questions religieuses à l'hôpital? Isabelle Lévy, vous nous avez tout à l'heure accompagné dans la compréhension de ce problème dans Europe Midi. Vous êtes à nouveau avec nous. Je rappelle que vous êtes formatrice spécialisée dans les cultures et les religions à l'hôpital, auteure en 2011 de Menaces religieuses sur l'hôpital. Donc vous connaissez bien ces questions. Absolument. Et nous allons accueillir tout de suite sur l'antenne d'Europe 1 Florence. Bonjour Florence. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à la Chapelle-Saint-Mémin. Exactement. Et vous, c'est en tant que patiente que vous avez été confrontée à la religion à l'hôpital. Oui, j'ai eu un petit problème cardiaque et je suis arrivée à l'hôpital et on m'a fait patienter des heures et des heures. Oui. Et à un moment, on me fait une échographie. J'étais dans une chambre et je vois un beau jeune homme barbu, très gentil, mais qui me dit d'emblée, je suis musulman, je ne peux pas vous examiner, vous allez m'aider à faire l'échographie. Je dis volontiers, hein. Vous savez, quand vous êtes patient, vous êtes soumis. Hein. Oui, vous laissez faire. Oui. Et alors, il me donne le gel, il me dit, vous le mettez que au niveau du cœur. D'accord. Bon, il tournait la tête, hein. Il avait tourné l'appareil. Il ne voulait pas vous voir, vous regarder. Il ne me regardait pas, il me parlait, il était très gentil. Et puis après, il me donne la sonde, et puis après, il me disait plus haut, en haut, à gauche, à droite, voilà, plus bas, descendez. J'ai trouvé ça très, très curieux. Mais je l'ai fait, quoi. Vous l'avez fait, bien sûr. Oui, parce qu'il n'y avait pas ni d'agressivité, ni donc vous l'avez fait. Vous le dites, vous étiez soumise. Quand vous avez pris conscience un peu de la situation, vous en avez parlé à d'autres médecins dans l'hôpital. Vous avez cherché à informer la hiérarchie de l'hôpital, par exemple, ou pas? J'ai pas voulu faire j'en ai parlé à des médecins. J'ai pas voulu faire un scandale parce que c'était un jeune interne qui, en plus, il voulait être cardiologue. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il change de spécialité. Hein. Il avait un petit handicap, oui, là, pour continuer à travailler dans la cardiologie. Voilà. Non, mais c'était une anecdote. Je voulais. Non, mais c'est une anecdote tout à fait intéressante. Restez avec nous, Florence. Isabelle Lévy, vous avez entendu ce témoignage de Florence? C'est une horreur, c'est inadmissible. Madame, fallait écrire absolument à la direction de l'établissement, Vous allez pas la mais gronder. aussi au Conseil de l'ordre des médecins, voire au Conseil de l'ordre aussi des médecins cardiologues et pourquoi pas de la faculté. Il faut absolument faire savoir parce que en fait, il se passe plein de situations comme ça. Moi, on m'en dit beaucoup dans les couloirs, si je puis dire, en dehors des médias. Mais quand on demande justement aux personnes de témoigner, il n'y a jamais personne. Et en plus, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus courant. Ce monsieur devrait changer de spécialité, mais ne devrait pas même être médecin. Non, mais est-ce que j'ai pas Allez-y, osé. Florence. Moi, honnêtement, je n'ai pas osé. J'ai pas osé dire quoi que ce soit. J'en ai parlé après. J'ai trouvé ça surprenant. Voilà, surréaliste. Oui, c'est plus que surprenant, mais c'est inadmissible, madame. C'était pas à vous de mettre le gel et de poser la sonde. C'était à lui de faire son travail. Mais on peut comprendre aussi que vu que vous étiez là-bas pour une raison médicale, vous n'alliez pas commencer à déclencher une polémique. Et on comprend tout à fait votre attitude, Florence, mais votre témoignage est tout à fait intéressant. Mais Isabelle Lévy, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ce type de témoignage, vous l'avez déjà entendu? Absolument. Est-ce qu'il y a dans le personnel hospitalier des gens qui, quelle que soit la religion, peuvent parfois être embarrassés dans la pratique de leur travail? Bien sûr, parce qu'il y a des refus de religion. soins côté patient, mais il y a aussi des refus de soins donc côté personnel. C'est assez rare quand même. Mais non, ce n'est pas rare, c'est parce qu'on ne veut pas en parler. Moi, je le dis ouvertement. Mais pourquoi on n'en parlerait pas? Mais parce qu'on ne veut pas faire savoir. Parce qu'on ne veut pas faire savoir, Vous parce pensez qu'on que a les du mal à... directeurs d'hôpitaux couvrent ces réalités, par exemple? Souvent, les directeurs d'hôpitaux ne sont même pas au courant, parce que ce sont les chefs de service, les chefs de services médicaux qui couvrent cela. Et souvent, ils disent on a du mal à recruter. Donc, si on a un médecin même qui pose problème, on préfère lui que rien du tout. Donc, on en arrive là. Mais en effet, c'est quotidien, heureusement, mais c'est pas rare non plus. Merci beaucoup, Florence. De rien, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, je vous remercie d'avoir appelé le 39-21 pour intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes à Paris? C'est ça. Infirmier libéral, je crois, c'est ça? Alors, anciennement infirmier aux urgences. Aux urgences, donc vous avez été confronté à ces réalités-là de l'intrusion de la religion à l'hôpital? Voilà, alors moi, à l'inverse de l'auditrice précédente, Florence, je suis côté soignant. Donc moi, je suis plus confronté au problème des patients. Oui.
Et effectivement, chaque pratique religieuse, quelle que soit la religion, pose problème dans une prise en charge à l'hôpital. Vous avez été confronté à quoi, François? Est-ce que vous avez une anecdote, un exemple, quelque chose qui... Oui, d'un patient qui était vraiment en état critique et qui était témoin de Jéhovah et qui a refusé une transfusion, par exemple. Après, il y a d'autres exemples qui peuvent paraître plus futiles, mais qui tout de suite compliquent une prise en charge aux urgences quand il y a déjà 5 heures d'attente, qu'on est tous débordés et que un patient juif, par exemple, va refuser son plateau repas alors qu'il est en hypoglycémie. Oui. Parce que voilà, ça correspond pas à sa pratique religieuse. C'est plein de petits problèmes Comment vous qui gérez ça? compliquent. Quand vous avez un patient, il est en hypoglycémie, il ne veut pas manger, comment vous gérez ça? Qu'est-ce que vous faites? Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Là, en l'occurrence, vous l'avez laissé livrer à lui-même puisqu'il ne voulait pas. Comment vous avez géré la situation? C'est plus vicieux que ça même. C'est que dans la plupart du temps, on baisse les bras, on va à la facilité parce que malheureusement notre temps est compté, on doit faire face à de nombreux cas et que finalement c'est nous qui cédons face aux exigences des patients. Restez avec nous, François. Isabelle Lévy, c'est comme ça que ça se passe finalement. Oui, alors très souvent, on cède. Voilà, soit on cède, soit en fait les soignants souvent ne savent pas que nous avons depuis 1905 des équipes d'aumônerie dans les hôpitaux publics. Ils existent en fait depuis Napoléon. Et en fait, ces aumôniers, il y en a de toutes les religions, on les appelle aumôniers, mais c'est aumôniers catholiques, aumôniers protestants, aumôniers israélites, aumôniers musulmans, etc. Et ces personnes sont là, bien sûr, pour accompagner spirituellement les patients et les familles qui le désirent, mais aussi pour répondre aux questionnements des soignants et des médecins. Donc, si vous avez un souci, monsieur, dans une prise en charge, avec un lien religieux, qu'auriez-vous dû faire dans ce cas-là? C'est j'en appelle le rabbin. J'appelle le rabbin de l'hôpital, donc l'aumônier israélite, et je vais lui demander son avis sur la situation. Car si, monsieur, vous ne pouvez pas manger la totalité du plateau, vous pouvez manger le fruit, vous pouvez manger le yaourt, vous mangez le morceau de pain. Donc même si vous ne mangez pas la viande et les légumes, vous pouvez manger d'autres choses. Donc en fait, il y a des solutions. Maintenant, c'est vrai que vous avez des personnes qui ne mangeront jamais rien de non halal ou de non kasher, etc. Mais il est vrai que religieusement... À la limite, le problème du halal est vite réglé, puisque systématiquement, on a toujours possibilité de proposer du poisson à l'hôpital. Maintenant, en étant très concret, c'est-à-dire que quand on est confronté à ce genre de problème, effectivement, on a la réponse que vous avez formulée, c'est-à-dire, écoutez, prenez ce qui vous convient sur le plateau repas. Des fois, finalement, vu qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait un refus, ça force à débaucher encore quelqu'un pour aller chercher, pour aller compléter un plateau repas et offrir au moins quelque chose de convenable. Et ensuite, pour être totalement concret, quand on est aux urgences, qu'on est infirmier, qu'il y a 5 heures d'attente, qu'il y a des patients partout, à quel moment j'appelle le rabbin ou l'imam? Oui, non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est compliqué dans la vie courante. Bon, oui, bien il sûr. est vrai aussi que toutes les religions exigent qu'on transgresse tout interdit religieux pour sauver une vie ou respecter une intégrité physique ou mentale. Donc ce genre de situation à l'hôpital, que ce soit pour le judaïsme, l'islam, le christianisme, le bouddhisme et toutes les autres croyances, on ne devrait jamais, je dis bien jamais, quelles que soient les situations, les rencontrer. Donc tout ça, c'est une absence de connaissance des pratiques religieuses par les fidèles eux-mêmes. Et je pense qu'il y a même un problème sur l'interprétation même de la laïcité qui a pour but philosophique presque, c'est-à-dire de gommer toutes les religions et souvent est interprétée comme une revendication. On a le droit, au même titre que mon voisin, de revendiquer notre religion. Et je pense qu'il y a aussi un problème d'interprétation de la laïcité. Alors sans doute, mais au niveau de laïcité, en effet, le patient hospitalisé ou en soins a le droit de pratiquer sa religion, mais ça ne doit jamais aller à l'encontre de l'organisation du soin et des prescriptions médicales. Donc, en réalité, je peux dire, je suis de telle religion, je veux telle ou telle chose, mais je dois moduler mes demandes en fonction de la situation du moment. Et ça, c'est très important. Et malheureusement, c'est pas toujours entendu côté patient, côté famille. Après, c'est peut-être dans les lieux de culte qu'il faut... Ah, mais on œuvre. Mais j'œuvre depuis 20 ans, mais j'ai l'impression que je prêche un peu dans le désert, monsieur. Bon, voilà. En tout cas, voilà François, merci pour François. Pour votre témoignage et pour cet échange avec vous. Isabelle Lévy, vous avez l'impression d'être un peu seule?
Ah, totalement. Ça fait 20 ans que je répète à peu près les mêmes choses. Je tiens à dire que tous les religieux m'aiment beaucoup. C'est-à-dire que ce soit les rabbins, les prêtres, les pasteurs, les prêtres orthodoxes, les imams, etc., les moines bouddhistes et autres que j'ai pu rencontrer, les prêtres hindous. Eh bien, tous m'aiment bien parce que je suis dans la lignée de leur propre religion. C'est-à-dire, je crois pas en tout ça, hein, mais je respecte leurs croyances et j'ai bien compris les limites de la pratique religieuse pour permettre le soin. Malheureusement, leurs fidèles n'entendent pas. Alors, je vais dans des lieux de culte divers, j'écris des ouvrages, je fais des conférences sur toute la France et même la Belgique. Je suis en réalité tout le temps en formation, mais j'ai l'impression que je parle à des murs, véritablement, parce que rien ne change. Et dans les esprits et dans les actes, et que trop souvent, je ne rencontre pas les directeurs d'établissement, les chefs de service médecins et administratifs. Rien ne change. Et au niveau des politiques, alors là, je ne vous en parle pas, la gauche, la droite, le centre, c'est tous les mêmes. Ils disent, oui, vous racontez des histoires. Eh bien, venez avec moi. C'est vrai que des journalistes voudraient me suivre sur les lieux de conférence. Je n'ai pas le droit de les autoriser. Non, je n'ai pas le droit. Peuvent pas vous suivre Non, parce que vous allez entendre plein de choses qui sont Excusez-moi, on peut pas. Vous faites une conférence à l'hôpital, un journaliste ne peut pas vous accompagner. Non. Les hôpitaux refusent. Oui, tous. Essayez, vous verrez. C'est une réalité. Vous le dites comme ça, Isabelle Lévy. Laissez-moi terminer ma phrase. C'est une réalité que les directeurs d'hôpitaux veulent cacher. Non, c'est pas caché, c'est parce qu'il y a de la confidentialité. On parle de situation de malades, de personnel. Oui, mais on parle de manière générale. Quand vous faites une conférence, on ne dit pas à Monsieur Y. Non, on évite. Il y a des noms qui échappent, mais on les oublie très vite. Mais c'est vrai que on n'aimerait pas qu'un journaliste suive. Mais il est vrai que les politiques sont pas du tout à la hauteur et veulent pas entendre la réalité. Cet ouvrage, en 2011, il est sorti, Menaces religieuses à l'hôpital. Si je le réécrivais aujourd'hui en 2016, mais je rajoute 50, 60 pages. C'est-à-dire que, et pardonnez-moi, j'en avais écrit un aussi en 2004, La religion à l'hôpital, il a eu aussi aucun écho. Bonjour Claude. Bonjour monsieur, alors bonjour madame déjà. Bonjour. Et bonjour Jean-Michel Apathy. C'est très gentil de me dire bonjour. Alors vous êtes au Plessis-Bouchard, vous êtes retraitée aujourd'hui, mais vous avez été infirmière et si j'ai bien compris... Vous savez, j'en ai vécu des choses et des belles choses pendant ma carrière, plus de 40 ans dans mon ancien hôpital. D'accord. Et j'ai vu le changement, je pense, depuis 10-15 ans. D'accord. Et j'ai fini... en consultation, comme on appelait à l'époque, consultation générale. J'avais 4 étages de consultation. Et un jour, j'ai vu arriver une dame avec la burqa, le grillage, les gants noirs, son mari avec la grande djellaba et tout. J'ai dit, bon, espérons que ça se passe bien. Oui. Et non, ça s'est mal passé parce que le monsieur, quand il est arrivé en consultation d'anesthésie, je veux une femme. Malheureusement, j'avais un anesthésiste, c'était sa vacation, il était là et j'avais personne d'autre à mettre à sa place. Tout le monde était en train d'opérer, etc., d'anesthésier. Et je veux, agressif, méchant. Et cette pauvre femme, elle était là, elle ne pouvait rien dire, elle parlait pas. Oui. Et ça s'est terminé que le médecin en a eu ras-le-bol. Il a dit, bon, monsieur, vous partez, moi je m'occupe pas de votre femme, vous partez, et puis c'est tout. Et du coup, moi j'ai essayé encore de parler, de prendre les mains de cette femme et tout. Elle s'excusait, la pauvre. Elles sont soumises. Et ça s'est terminé comment? Elle est partie sans soin, ce jour-là? Elle est partie ailleurs. Elle est partie ailleurs. Est-ce qu'elle est partie dans un autre hôpital de l'assistance publique, je ne sais pas, parce que nous, c'était un hôpital privé, mais on accueillait tout le monde. Moi, si vous saviez combien j'ai soigné de maghrébins, mais d'une gentillesse. J'ai travaillé beaucoup en cancéro, j'ai soigné pendant des années des patients cancéreux qui venaient d'Afrique, qui venaient du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, mais des gens adorables, monsieur, adorables. Non, mais je comprends, Claude, que la scène que vous racontez, surtout pour du personnel soignant, est traumatisante, parce que quand on voit une personne malade et qu'on ne peut pas lui porter assistance... Alors, ce que disait François, en fait, oui, on doit respecter obligatoirement la religion des patients, mais il faut savoir aussi que dans leur demande, oui, si vous aviez une femme anesthésiste disponible, elle pouvait être consultée par elle à ce moment-là, mais comme vous dites, elles étaient tous dans les blocs opératoires. Donc, en effet, dans ces moments-là, on ne doit pas remettre en cause la planification des personnels. Non. Donc on ne va pas tout réorganiser le service pour faire plaisir pour cette personne. Voilà. Surtout que vous aviez quelqu'un de compétent dans la spécialité pour l'ausculter. Alors par contre, après, ça aurait été pareil pour la suite. Nous sommes d'accord, mais par contre, Claude, il est vrai... Est-ce que je peux me permettre, Claude? Oui. Isabelle Lévy dit que ça, c'est une forme de tabou à l'hôpital. Vous l'avez vécu comme ça? C'est des choses dont vous ne parlez pas entre vous, vous ne souhaitez pas que ça soit connu à l'extérieur. Vous l'avez vécu comme ça, Claude? Ah non, pas du tout.
Non, nous on en parlait entre nous et moi j'estimais que n'importe quel patient ou patiente qui arrivait, nous les religions ça ne nous regarde pas. Oui, J'ai bien fait sûr. plein de choses pour certains patients qui étaient bouddhistes ou des choses comme ça. Quelquefois j'ai peut-être surpassé mon métier parce que je voulais absolument que la personne puisse aller à tel endroit parce qu'il était bouddhiste ou des trucs comme ça, mais ou musulman ou des choses comme ça. Mais j'ai toujours tout fait pour mon patient, toujours fait plaisir Mais donc, à mes patients. vous en parlez, enfin, c'est pas de tabou, dit Claude. Non, Isabelle non. Lévy, vous Moi, avez une je dis ça, appréciation oui, différente? on en parle entre nous, mais on en parle rarement à l'extérieur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous témoignez volontiers, vous êtes à la retraite, madame, mais lorsque vous étiez en activité, peut-être que vous n'auriez pas osé. Bon, et je tiens à dire que ce soit parce que je travaille aussi pour des cliniques. Oui. Donc, j'interviens aussi dans le domaine privé ou dans des hôpitaux privés, etc. Et en effet, c'est la même chose. C'est-à-dire Oui. qu'on ne peut pas demander à être pris en charge par une femme, etc. Non. Ils ont le même souci des personnels aujourd'hui. Hein. Je sais. Donc ils sont réduits. Donc Je sais. privé-public, c'est le même problème. Hein. Oui. Bon, ben voilà, Claude. En tout cas, merci Mais de... Oui, je vous assure, un dernier parce mot, que oui. si on parle des musulmans, c'est pas le musulman non, ou la non. musulmane. non, on parle pas de l'islam, Mais on vous parle avez- pas vous des avez raison. musulmans, C'est pas l'islam. on parle de certains qui Voilà. s'interdisent les soins et qui inventent des choses. Voilà, Mais on ne qui parle pas de inventent. l'islam en général. Je l'ai bien Voilà. dit, les imams s'opposent à ce genre d'attitude. Voilà. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Les Nous bornes- sommes d'accord. Et c'est important parce que Absolument, Oui, c'est vous avez important de raison. souligner. Vous avez raison, Claude. Voilà, hein, c'est important. Donc, on l'a dit, tout Et le c'est monde... des gens adorables. Tout le monde l'a entendu, ce sont certaines personnes qui Voilà. ont une conception tout à fait erronée Oui. des choses. Merci Claude d'avoir... Qui ne sont pas du tout dans le Coran, parce que moi, tous les Bien Maghrébins, sûr. ils m'expliquaient le Coran. Bon. Et je le sais certainement mieux que certaines personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. monsieur Jean-Michel Apathy. Bon courage. Merci de me souhaiter du courage et merci à vous d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Merci Isabelle Lévy de nous avoir à fait vous. partager votre expérience. Voilà, si c'est un tabou, en tout cas, nous étions heureux de vous permettre de parler de ces choses-là sur Merci l'antenne à vous de d'Europe 1. m'avoir invité. Et nous poursuivons notre dialogue au 39-21, la fin du téléphone fixe. Il y a beaucoup d'appels. Ah, ça tombe bien. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39-21, nous parlons ce midi de la mort annoncée de nos bonnes vieilles lignes de téléphone fixe, celles qui fonctionnent sans box. Eh bien, elles vont commencer à disparaître à partir de 2021, Jean-Michel. Voilà, et donc on dit qu'il y a encore 13 millions 13 de gens millions, qui ouais. ont ces lignes-là. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Nevers. Merci voilà, je suis à Nevers et je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Mais c'est avec plaisir. Et Voilà. vous nous appelez de votre ligne fixe. Je vous appelle, là je suis sur mon portable, mais enfin ce matin je vous ai appelé de ma ligne fixe. D'accord. Voilà, alors écoutez, moi-même et mon entourage, nous sommes véritablement, c'est l'émotion que suscitent ces nouvelles dispositions futures. D'accord. Et surtout pour ce téléphone, parce que aujourd'hui, pourquoi ? Parce que le téléphone fixe, comme dans l'ancien temps, je pourrais dire, Oui. donc est un outil simple et pratique, que les gens n'ont aucune difficulté à pouvoir se servir. C'est à la portée de tous, et c'est ce qui te relie à la vie. Donc de toute façon, très important pour les gens, c'est la radio, la télé, le téléphone, parce que ça revêt une grande indépendance. Et ce téléphone, c'est tout de même le lien, le véritable lien entre les gens. Oui, mais on ne va pas vous enlever le téléphone. Hein. On va vous enlever le téléphone non, fixe, mais- c'est-à-dire qu'avec une box, vous pourrez J'ai avoir... bien compris, monsieur. Ah oui, bien sûr. J'ai bien compris, monsieur. Ouais. J'ai pas dit que pour nous enlever le téléphone. Maintenant, pour téléphoner, il Ouais. faudra des moyens modernes, dirions-nous. Hein, donc, comment ça s'appelle ? Il faudra se munir d'une box. Bon, Ouais. tout ça va, comment ça s'appelle, nécessiter des frais, une organisation, etc., etc. Pensez à tous ces provinciaux, tous ces ruraux, tous ces gens qui sont loin de toutes ces technologies, si vous voulez. Donc, de toute façon, ça va commencer à les affoler, parce que de toute façon, bon, c'est des outils modernes qui vont pas savoir se servir de façon comme un simple téléphone, si Mais vous voulez. Jacqueline, C'est pas Jacqueline, je ne veux pas, je veux Oui. pas ni vous contrarier, ni me mêler de votre vie, mais, pas vous, du tout. vous, par exemple, là, vous nous appelez du portable. Au fond, Oui. le message que vous nous transmettez, c'est je peux bien me passer du téléphone fixe. Ah
Parce que j'en ai un, mais je ne l'utilise pas pour appeler Europe 1. Alors attendez, je vous explique. Moi, je vous téléphone pas pour mon cas personnel, si vous voulez. Moi, simplement, ce que je veux conserver, c'est ma ligne fixe à mon appartement. Ok ? D'accord. Mon téléphone portable, je m'en sers. Ça vous sécurise ? Comment ? Ça vous sécurise d'avoir cette ligne-là, la ligne fixe ? D'avoir ma ligne fixe, oui, chez moi, je suis... Parce que de toute façon, je fais bien le distinguo. Lorsque je suis chez moi, je sais que les gens qui m'appellent chez moi, c'est pour moi personnellement. Mon téléphone, comment ça s'appelle, donc portable, ça, bon, on est dehors, on a une activité professionnelle, etc., etc. C'est autre chose. On peut bien séparer les deux choses, si vous voulez. Hein, la partie vie privée et une vie plus, comment ça s'appelle, donc plus sociale, si vous voulez, sur l'autre. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, vous avez certaines personnes, des gens que je connais bien entendu, qui n'ont pas de téléphone portable. Ils n'ont que des lignes fixes. Vous prenez les gens d'un certain âge, ils n'ont pas de téléphone portable. Ils ont parce que c'est des gens qui ne bougent pas de chez eux. Bon, bah, de toute façon, voilà, ils n'ont pas des moyens de communication comme nous pouvons en avoir. Donc, il faut penser à tous ces gens-là. Vous vous rendez compte, 13 millions de gens, c'est énorme. Oui, c'est énorme, absolument. C'est énorme. Oui. Maxime en fait partie, d'ailleurs. Ne l'écoutez pas. Voilà, bon, vous merci. comprenez ? Mais je comprends très bien. Vous avez expliqué avec beaucoup d'éloquence votre point de vue. Voilà. Et je vous remercie de l'avoir fait, Jacqueline. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée à Nevers. Au revoir, monsieur. Bonjour, Sophie. Bonjour. Vous êtes à Paris ? Oui. Et vous nous appelez de votre vieux téléphone, je crois. Yes. Alors, moi, d'abord, je voudrais vous dire bonjour, Michel, bonjour Maxime, et puis j'ai une question pour vous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Alors j'ai la voix qui grésille un peu, mais ma ligne elle va bien. Je suis désolée, je suis un peu malade. Donc ça c'est pour Maxime tout à l'heure. Il a présenté les choses comme si on était, vous savez, entre guillemets un peu has-been quand on avait une vieille ligne. Ouais, mais il est comme ça, Maxime. Ça peut être désagréable très vite. Moi je suis pas si vieille. J'ai encore effectivement une ligne fixe. Je n'ai pas de téléphone portable. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis j'ai également racheté sur des brocantes des vieux téléphones, mais ça c'est pour le goût du vintage, on va dire. Ah d'accord. Voilà. Ah oui, là vous êtes un bloc dans le... En même temps, j'ai aussi un téléphone avec répondeur, vous savez. D'accord. Un peu de modernité quand même. Un petit peu. Et alors pourquoi vous n'avez pas de portable ? C'est pas la conversation ? Moi, j'ai pas de portable parce qu'en fait, ça part d'une vraie expérience. J'en ai eu un. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau des tempes assez régulièrement. J'étais dans un métier à l'époque qui nécessitait que j'utilise énormément ce type d'appareil. Ça m'avait d'ailleurs été offert par mon patron de l'époque. Et puis très vite je me suis renseignée sur le pourquoi de ces douleurs. Et en fait, quand on cherche un petit peu, il y a une littérature énorme qui existe sur le sujet. Et je me suis rendu compte que c'était le téléphone portable qui me procurait ces douleurs. L'OMS depuis a statué, vous le savez bien. Hein. Donc du coup, vous n'avez pas de téléphone portable. Donc j'ai arrêté. Mais le téléphone fixe... Ces ondes sont classées quand même potentiellement cancérigènes depuis 2011 par l'OMS. Hein. Mais le téléphone fixe, moi ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on va me forcer à réacheter un appareil qui en plus émet des champs électromagnétiques qui sont mauvais pour la santé. Ça va peut-être nécessiter, je ne sais pas, des antennes relais supplémentaires, ça je ne sais pas parce que je ne suis pas au point au niveau, sur la façon dont ils vont mettre les choses en place. C'est également cette façon de ne plus avoir vraiment le choix. Vous savez, c'est un peu comme quand on nous a forcé à changer les ampoules. On nous a dit maintenant vous n'utiliserez plus des ampoules à incandescence, mais vous utiliserez des ampoules à halogène ou à économie d'énergie. Il y a eu des études depuis, c'est pas si bon que ça non plus pour la santé. Donc finalement, on nous retire quelque chose. Et c'est pas vraiment démocratique. On est obligé, si on veut pouvoir continuer à fonctionner à peu près normalement, c'est-à-dire pouvoir quand même téléphoner, c'est le minimum, comme disait la dame avant, on est obligé de s'équiper de ce genre de choses. Alors moi, ça me renvoie un petit peu à ce qui se passe avec le compteur électrique Linky, là, qu'ils sont en train de mettre en place de partout. Ouais, c'est un peu la même chose. Ça fait partie de la modernité, tout ça. C'est-à-dire, les choses changent. Jean-Michel, à quel prix ? C'est-à-dire que on cherche quoi ? Est-ce qu'on cherche un nouveau scandale sanitaire ? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des études avant ? Est-ce que c'est pas la santé d'abord qui devrait primer sur toute cette avancée technologique ? Est-ce que d'abord c'est une véritable avancée ? Oui, mais vous savez, il y a 40 ans, on pouvait dire les téléphones fixes, c'est peut-être cancérigène. Enfin, vous savez, on peut... Le raisonnement, c'est un raisonnement qui vaut pour toutes les technologies. Non, mais sur les téléphones sans fil, les études sont présentes. Hein. Ah bon ? Oui, puisque, encore une fois, l'OMS a classé potentiellement cancérigène
toutes ces émissions des antennes relais en 2011. Mais là, en l'occurrence, simplement sur les box, sur les box, elles vont passer par les mêmes fils en cuivre que les téléphones actuels. Il n'y a pas d'antenne relais. Par les mêmes oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les portables qui font les relais. En tout cas, moi, ça me renvoie. Donc, il va falloir que je m'équipe en plus. Il va falloir que je paye une box en plus. Mais la box est au même prix que l'abonnement classique, par exemple chez Orange, visiblement. Il a travaillé chez Orange quand il était jeune. On a pas mal de messages sur europe1.fr, sur Twitter avec le hashtag 1midi pour nous dire en fait vous pouvez avoir des box au même prix qu'un abonnement classique chez Orange. C'est tout à fait possible. Enlevons l'aspect prix parce que malheureusement c'est aussi ce qu'on nous met des fois en avant pour dire que les choses sont pas graves parce qu'elles coûtent pas cher. Après tout dépend à quel niveau elles coûtent ou pas cher. En tout cas moi je trouve qu'on est déjà dans une surexposition aux ondes qui provoque des migraines, des insomnies, des palpitations, des acouphènes, j'en passe et des meilleurs, des troubles de la mémoire, des AVC. Les études existent. On a un nombre de cancers. Vous savez bien qu'aujourd'hui une personne sur 2 meurt du cancer. On a l'impression qu'on se demande pas pourquoi. Alors évidemment c'est multifactoriel. Mais je ne sois pas sûre que ne soient pas responsables, encore une fois, les émissions électromagnétiques, puisqu'à nouveau, si on cherche vraiment, on trouve de la littérature sur le sujet. Concernant le compteur Linky, parce que je rapproche ça de cette façon de vouloir nous équiper absolument et nous connecter absolument. Connecter à quoi? La dame parlait tout à l'heure de la vraie vie. Moi, c'est à la vraie vie que je souhaite être connectée, pas forcément à des appareils. Les compteurs Linky, il faut quand même que vous le sachiez, ils sont en cours de démontage en Californie pour des raisons sanitaires. Ils ont été refusés par l'Allemagne et la Belgique. Et en France, on se met à les installer. Alors moi, je me pose des questions et je me dis, merci de me donner la parole en tout cas, pour pouvoir exprimer cela. Mais vous savez, en tant que consommateur, on a vraiment le choix. C'est-à-dire que si on ne va pas acheter quelque chose, on a un pouvoir immense. Il faudrait que chaque personne puisse, en son âme et conscience, avant d'acheter quoi que ce soit, se demander, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Voilà, là, les questions, comme on n'a pas les réponses, en tout cas, vous les avez... posée, Sophie, avec beaucoup de détermination, avec une connaissance du dossier que moi, personnellement, je n'ai pas, parce que je dois avouer que je ne me suis pas beaucoup penché sur la question des lignes fixes avant ce matin. Mais je vous remercie, Sophie, d'avoir fait le tour du problème de manière très complète. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole et je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi, je vous souhaite une très bonne journée, Sophie, à Paris.